Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Je suis Mathieu Lambert et aujourd'hui je reçois Maxime Lopez pour parler de psychologie du sport. On va parler de sujets tels que la passion, les souvenirs, comment les souvenirs influencent notre performance et comment, en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, on peut utiliser la psychologie du sport pour être plus performant. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner au club Cyclisme Performance. C'est par mail, c'est une newsletter que vous recevrez chaque semaine où vous recevrez du contenu exclusif. Généralement, on décrypte une étude scientifique pour vous donner des conseils concrets. On vous donne aussi tous nos contenus, tous les contenus qu'on sort chaque semaine. On sort un nouveau contenu, que ce soit un article de blog, un podcast, une vidéo YouTube, une formation. Voilà, vous ne louperez plus rien si vous inscrivez au club Cyclisme Performance. C'est le premier lien dans la description. Bonne écoute. Moi, je m'appelle Maxime, je suis plusieurs trucs à la fois. Je suis entraîneur en course à pied, beaucoup à distance. J'entraîne des coureurs, notamment du 5 km, beaucoup de marathoniens aussi, du 10 km, du semi-marathon, des athlètes de tous les niveaux. Là, pour de vrai, il y a des gens de 50, 60 ans et plus qui ont commencé la course récemment, puis tu as des gens qui visent plus des temps niveau régional, voire national. Quoi d'autre? Je finis mon doc aussi en psychologie là à Montréal, donc psychologie du sport. Je m'intéresse aux souvenirs chez les coureurs, donc tu vas voir que ma vie elle tourne pas mal autour de la course à pied quand même là. Et peut-être troisième casquette, c'est celle de coureur. Là, je cours beaucoup au niveau surtout du marathon là, on va dire du 10 km au marathon. Je vis surtout le marathon. Donc voilà, j'ai un chrono de 2h19 que j'ai couru en décembre l'année passée à Valencia. Puis là, je reprépare exactement la même course cette année-là, en décembre aussi. Ouais, bah c'est cool. Moi, je pense que c'est le premier, si je ne me trompe pas, profil que je reçois sur Cyclisme Performance, plutôt course à pied pour le coup. Donc, c'est intéressant. Je pense que ça apporte une autre vision et c'est toujours intéressant. Tu pas précisé aussi que là, tu étais au Canada, mais si on l'entend un petit peu à ton accent, Ouais, même si tu n'es pas d'origine canadienne, je trouve que tu as pris un peu l'accent. ouais, j'ai pris des intonations un petit peu québécoises, mais j'ai pas du tout un accent québécois. Si tu as déjà entendu un accent québécois, là, c'est vraiment plus marqué. Ouais, Puis il y a un certain vocabulaire, fait que c'est un accent hybride, je te dirais. ouais, ouais. Mais on reconnaît quelques bribes de langage, des petits Ouais, mots. Ouais. Donc, c'est comment possible. ça se fait que tu es arrivé là-bas, du coup, au Canada? Ouais, donc ça remonte à 2014. Je venais juste pour faire une année d'échange à la base. Donc c'était vraiment pas prévu que je reste au Canada, à Montréal. Puis je faisais juste une licence en psychologie à l'époque à Lyon. Puis on te propose, si tu veux, de pouvoir faire ta troisième année à l'étranger pour pouvoir un peu voir comment ça se passe ailleurs et tout. Fait que moi j'ai été pris pour aller au Canada. Il y avait une sélection. J'avais des bonnes notes parce que j'aimais vraiment ça, la psychologie. Donc là, je suis arrivé à Montréal pour, c'était 1 an. Et au final, je suis resté parce que bah, l'éducation, il y a quand même vachement plus de budget. Les étudiants qui sont dans les universités canadiennes, ils ont vraiment envie d'être là pour la plupart. Il y a un coût aussi à l'université en Amérique du Nord. Là, c'est pas les États-Unis, mais c'est un peu entre les États-Unis et la France en termes de coût. Donc peut-être que les étudiants, des fois, ils sont un peu plus motivés d'être là. Je te dirais que c'est peut-être l'avantage d'un système payant. Il y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Fait que c'est ça, vraiment le hasard. Puis je pense aussi la course, ça a beaucoup joué parce que moi, quand je suis arrivé à Montréal, je faisais pas de sport. Là. Je faisais vraiment aucun sport. Je faisais vraiment juste les soirées. Je profitais de ma jeunesse à Lyon. Puis en arrivant à Montréal, j'ai découvert la course à pied vraiment par hasard. Là, j'en parle des fois un peu sur ma chaîne YouTube, mais ça a été vraiment beaucoup de hasard, je pense. Je suis tombé avec un colocataire à Montréal qui courait. Il m'a proposé de venir à l'entraînement, puis j'ai dit let's go. Puis à l'époque, je fumais encore, là, fait que c'était difficile. Les premiers entraînements. Ah ouais, ça c'est incroyable quand même, du coup, la progression, Ouais. ça doit pas se voir souvent, je pense. Je suis pas un expert en course à pied, hein, mais vu tes temps, j'imagine que ouais, c'est pas commun. Non, et c'est ça, c'est pour ça que des fois mon histoire elle marche bien aussi, c'est parce que c'est rigolo quoi. Il y a vraiment eu tu sais, le moment où je traînais limite dans les bars et tout, tu sais, on se croirait presque dans un film d'Hollywood. Tu sais. Mais Ouais. non, pour de vrai, ça a été quand même. Tu sais, on a l'impression que quand on prend du recul, j'ai progressé super vite, mais tu sais, si on regarde là, ça a pris vraiment des années et tout avant d'arriver à ce niveau-là, puis beaucoup, beaucoup de kilomètres là quand même. Fait Mmh. que ça s'est pas fait du jour au lendemain.
Ouais, ouais, j'imagine. Du coup, c'est un master ensuite que tu as enchaîné du coup directement, sur place du coup? Ouais, ça fonctionne un peu différemment ici pour la psychologie. En fait, il y a pas de master, tu passes directement de la licence au doctorat. Hem, je sais pas vraiment te dire pourquoi. Là, ça existe, hein, les masters, on appelle ça les maîtrises, ici, mais en psychologie, il y en a pas parce que pour être psychologue au Canada, il faut que tu aies un doctorat. Donc la maîtrise, en fait, t'apporte rien. Donc il y a pas de OK. maîtrise. C'est un peu ça l'idée. Soit tu fais un bac, soit tu fais un doctorat pour être psychologue. Moi, je veux pas être psychologue. J'ai fait un doctorat plus pour avoir le titre de docteur, puis faire de la recherche potentiellement. À l'époque, je ne savais pas que j'allais faire une chaîne YouTube et tout, donc c'était le projet. Maintenant, c'est plus vraiment pareil, là. Maintenant, c'est plus, mon but, c'est plus de finir mes études le plus vite possible pour faire ce que je fais à temps plein. Ouais. Euh, Fait que c'est ça, c'est comme ça que c'est passé. Donc, il faut que tu trouves un directeur de thèse parmi beaucoup de profs là dans mon université. Tu fais des entretiens, puis après, si tu as de la chance, tu arrives à avoir un prof qui t'accepte dans son labo, et puis là, tu peux dire, OK, on va travailler là-dessus, puis c'est parti pour un bon 5 ans quand même. Ah ouais, ouais, OK. Donc c'est pas du tout la même chose qu'en France, en tout cas pour ce qui est doctorat et master, Non, c'est ça, c'est pas exactement pareil. En France, je pense que si tu fais la maîtrise d'abord, puis après, tu en as pour 3 ans, je pense à peu près ouais, de doctorat. Alors qu'ici, c'est combiné. C'est pour ça que ça dure 5 ans. C'est parce qu'en fait, implicitement, il y a la maîtrise, enfin, il y a le mmh, master dedans, dans les 2 ouais. premières années, mais tu es quand même au doctorat sur le papier. OK, non, c'est cool, hein. C'est cool du coup depuis ça fait enfin, je sais pas 4 5 ans que tu es impliqué du coup dans un projet de recherche aussi en parallèle du reste quoi? Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, je suis en train de terminer ma thèse. En gros, pour faire une thèse, il faut faire 2 études. Et tes 2 études, tu les soumets dans des revues avec des reviewers et tout. Excuse, j'ai pas le terme en français là, avec Un comité de lecture, ouais. un comité, c'est ça la vision. Et ensuite, quand tu as fait tes 2 articles, tu fais une thèse où tu expliques tout ça de manière plus détaillée. Ça, c'est plusieurs centaines de pages. Là, j'en suis vraiment à ma dernière étude en laboratoire. On pourra peut-être en parler parce que je pense que ça peut être en lien avec ce que toi tu fais. Je fais des tests de lactate et tout là, et d'autres choses. Donc voilà où j'en suis à peu près dans ma thèse. OK, bah, est-ce que du coup tu peux un petit peu parler du travail de recherche que tu as effectué? Quel était l'objectif au début? Maintenant, est-ce qu'il y a eu des petits changements entre-temps et puis voilà le Ouais, projet? ouais, donc nous dans notre labo, on s'intéresse aux souvenirs. Donc c'est un axe de recherche qui est assez peu exploré pour des raisons qui nous échappent là, mais les souvenirs, c'est pas beaucoup de labos dans le monde qui regardent ça. Fait que l'idée, c'est de dire que tout ce que tu vas vivre dans ta vie, ça va se stocker en mémoire. Puis il y a des souvenirs qui vont laisser une plus grande marque que d'autres. Tu sais, on le sait tous là, quand tu penses par exemple à ton sport, il y a certains souvenirs qui vont venir s'activer en priorité. Ça peut être des souvenirs positifs, parce que ça te rappelle un truc cool, puis tu te sens bien, ou ça peut être des souvenirs négatifs, un truc qui s'est mal passé, que tu n'as jamais trop digéré, etc. Tu vois. Moi, dans ma thèse, je m'intéresse surtout aux souvenirs négatifs parce que selon moi, c'est eux qui ont le plus de pouvoir dans ta vie. Tu sais. À la fois, ils vont influencer ton comportement futur. Tu sais, si tu as fait un marathon horrible, tu avais fait une mauvaise prépa, tu as dû marcher dans ton marathon, etc., etc., fait que tu n'as pas du tout réalisé tes objectifs. Ce souvenir-là, il va venir forcément influencer tes comportements futurs parce que tu ne veux plus vivre ça. Et du coup, si tu veux plus vivre ça, bah, tu vas changer ton entraînement, tu vas peut-être prendre un coach, peut-être tu vas changer ta nutrition, peut-être tu vas changer ton entraînement, bref, plein de trucs. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est que ma question de recherche, c'est est-ce que les souvenirs négatifs chez les coureurs, ils peuvent impacter leur performance, puis de manière générale, leur comportement, tu vois? Fait que c'est une question vraiment large. Et la façon de le tester, c'est que j'ai recruté un échantillon de 40 coureurs et je leur ai demandé de me décrire un souvenir super négatif qui s'est passé dans leur sport dans la dernière année. Donc là, les gens, c'était sur internet, c'était sur un questionnaire en ligne là. Et une fois que les gens m'ont raconté ce souvenir-là, puis ça, c'est l'étude qu'on est en train de faire, donc j'ai pas les résultats encore là. Une fois que les gens ont raconté ce souvenir-là, j'ai pris 3 ou 4 mots dans leur souvenir qui étaient des mots clés, tu vois? Fait que mettons, la personne me parle de son marathon de Boston en 2017, bah, moi, je prenais, Boston 2017, marathon, puis s'il a eu des crampes, je prenais le mot crampes. Puis là, on avait, créé une tâche avec mon prof sur ordinateur. Et quand les gens arrivaient devant l'ordinateur à un temps 2 là, un temps futur, je les activais inconsciemment avec leurs propres souvenirs, mais ils le savaient pas, tu vois? OK. C'était une tâche expérimentale déguisée un peu.
Fait que les gens arrivaient, ils répondaient à des questions, machin truc, ils faisaient la tâche, ils devaient catégoriser des mots qu'ils voyaient à l'écran. Bref, c'est pas tant important à la tâche. Et il y avait les mots qui arrivaient comme ça de manière super rapide. Tu sais, c'était genre 100 millisecondes. Puis si ça arrive en 100 millisecondes, un mot sur l'écran, tu le vois pas. Mais ton Ouais. cerveau le voit. Ok, fait que tu le vois inconsciemment. C'est un peu les stratégies qu'ils utilisaient à l'époque à la télé. Tu sais, maintenant c'est illégal. Mais avant, les pubs utilisaient ces stratégies-là pour activer des trucs en toi et potentiellement te faire acheter plus de leurs produits. Fait que nous, c'est un peu ça qu'on a fait. Et l'idée, c'était de dire, quand j'active les gens avec leurs propres souvenirs négatifs et que je leur fais faire un test sur tapis après, directement après, donc là, je leur faisais faire un test sous maximal à 95% de leur VMA jusqu'à ce qu'ils puissent plus. Donc quand même intense comme test là. L'idée, c'est que ces gens-là, ils vont avoir des performances qui vont baisser Ok. par rapport à un deuxième temps où ils ne sont pas activés avec leurs propres souvenirs. Donc, ils viennent 2 fois en laboratoire. Ces gens, ils sont leur propre contrôle, les participants. Je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est quand même compliqué comme étude, mais l'idée, c'était ça. C'était de voir si les souvenirs pouvaient altérer la performance chez les athlètes. Puis, on mesurait le lactate, la fréquence cardiaque et ce genre de choses. Ok, ouais. Et donc pour l'instant, tu n'as pas encore les résultats, c'est ça Alors, je l'ai déjà fait en ligne, cette étude, où on ne mesurait pas la performance, mais on mesurait d'autres choses, des construits plus psychologiques, des échelles de mesure, tu sais, de Likert, tout ça, où tu réponds à Ouais. 1 sur 7 à certaines choses. Là. Et ça marchait. Ça altérait la motivation, ça activait une motivation plus extrinsèque, des choses comme ça. Mais en laboratoire, on n'a pas encore les résultats. Si ça marchait, ce serait vraiment, vraiment une étude hot, là, comment dire en anglais, parce que c'est un truc qui s'est jamais fait, c'est assez Hmm. nouveau. Puis, tel le lien entre la physiologie et la psychologie, pour de vrai, il n'y a encore rien Ah oui, là-dessus ouais. Ouais. de solide dans la littérature scientifique. Tu sais, il y a des trucs un peu, mais des trucs vraiment des études expérimentales comme ça, où vraiment, tu sais, qui sont fortes là, il n'y en a quasiment pas. Fait que Hmm. c'est tout un axe à explorer et c'est ça que j'essaie de faire avec ma thèse. Ouais, c'est super intéressant et j'imagine que on peut avoir, pareil, plusieurs profils, des personnes qui vont être plus, motivées par, le fait de ne pas revivre leurs, souvenirs négatifs et d'autres plutôt par le fait de vivre leurs, souvenirs positifs. Ouais, c'est vraiment un bon point pour de vrai, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour faire face à ton passé, en gros. Donc là, toi, tu parles de souvenirs positifs, mais même juste si on reste sur les souvenirs négatifs, tu as plusieurs stratégies. Une qui est le plus utilisée par les gens, c'est le déni. C'est le déni ou l'évitement. Mmh. C'est très confortable d'éviter le négatif parce que ça ne nous fait pas vivre le négatif. Tu sais, tu pourrais te dire, ouais, c'est logique. Le négatif, à court terme, ça peut avoir des répercussions positives parce que tu évites les émotions négatives. Mais à long terme, les émotions négatives, ce qu'on montre dans enfin, ce que les chercheurs montrent dans la littérature, c'est que c'est indispensable parce que c'est ce qui promeut le changement, en fait. C'est ce qui promeut le changement comportemental, mais aussi les pensées, les attitudes, etc. Donc, si tu te laisses jamais vivre des émotions négatives, tu te laisses jamais l'opportunité de changer. Et si tu changes jamais, bah, tu changes jamais tes résultats, tes perfs, tes relations sociales, enfin, tout là Mmh. chez un être humain. Donc, en fait, à la fin, c'est presque que le négatif qui te fait vraiment changer. Mais si tu es toujours dans l'évitement, ben, tu changes pas, puis tu t'améliores pas en tant qu'athlète. Donc, c'est un peu ça, au final, la morale de l'histoire qu'on a avant de trouver les résultats, d'ailleurs. On a déjà la fin. Mais ça rebondit un peu sur ce que tu dis là. Donc, l'évitement. Une autre stratégie, nous, on l'appelle la réflexivité. C'est presque tout l'inverse. C'est que au lieu de mettre à distance des souvenirs qui peuvent faire mal, on va justement un peu plonger dedans, puis voir ce qui se passe. Tu sais. On va essayer de voir ce que ça nous fait ressentir, mettre des mots, verbaliser en psychologie, c'est super important là pour passer outre quelque chose. Et juste le fait d'en parler, de verbaliser et tout, donc ça peut se faire soit avec un thérapeute, soit tout seul, soit juste avec quelqu'un qui n'est pas thérapeute, tu sais, un ami par exemple, ou même son coach. Juste le fait de faire ça va permettre de petit à petit intégrer le souvenir dans notre mémoire d'une façon plus harmonieuse. Parce que ce qu'on se rend compte avec un souvenir très négatif, c'est que tous les souvenirs sont ensemble, les souvenirs de la personne, puis le souvenir très négatif, c'est comme s'il était à part, comme s'il n'était pas intégré dans la mémoire de façon harmonieuse, puis que du coup, il va souvent, souvent créer des intrusions. C'est-à-dire, il va venir à la mémoire de façon consciente, alors que ça n'a pas rapport. Tu sais. D'un coup, tu fais la vaisselle et boum, il pop comme ça, ou ce genre de truc. Mmh. Ça, c'est en général un phénomène d'intrusion qui est influencé par le fait qu'on n'ait juste pas accepté ce souvenir-là et son expérience. OK, ouais. Je Est-ce sais que pas tu si peux me donner c'est. ta Excuse-moi, je sais. ta 2e étude aussi du coup qui est sur ce sujet-là,
aussi? Ouais, ouais, du coup, l'autre étude, c'était plus, c'était un peu pour tester ça, mais d'une manière longitudinale. Tu sais, fait qu'on demandait des souvenirs, comme je te l'ai montré là, tu sais. Puis après, on faisait ça 1 an plus tard, excuse, et on regardait s'il y avait eu des changements dans certaines mesures comme la motivation, la persévérance dans le sport, les performances, ce genre de choses. Donc c'était vraiment une perspective plus, en ligne, tu sais, c'est que des questionnaires en ligne, donc les gens venaient pas en labo, mais surtout longitudinal pour voir si les souvenirs, ils avaient un effet dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en Mmh. fait, un souvenir en tant que tel va pas avoir un effet, tu sais, sur le moment, tu sais, il faut du temps pour le digérer. Après, il va s'activer très souvent, ça va changer notre façon de voir les choses. Donc, je pense vraiment que c'est sur le long terme que ça va jouer, cette capacité-là à pouvoir accepter le passé, puis en tirer des leçons. Moi, j'avais 2 axes en fait pour mesurer, je ne suis pas rentré tant dans les détails parce que c'est quand même plus complexe, mais en gros, ce que je voulais dire dans mon étude, c'est que l'hypothèse, c'était que les souvenirs pouvaient avoir plein d'effets, notamment sur la performance et tout, mais que ça dépend des gens, comme tu l'as un peu mentionné tout à l'heure. Il y a des Ouais. gens qui vont intégrer leur passé, puis il y a des gens qui vont pas l'intégrer, tu sais, si on raisonne de façon binaire. Puis l'intégration, ce que ça veut dire, c'est le fait d'accepter son souvenir, mais aussi d'en tirer une leçon. Tu sais, il y a des gens, ils sont vraiment pas capables de tirer un enseignement d'un souvenir négatif pour, une raison, tu sais, qu'on n'a pas forcément cernée. Puis ça, c'est ce qui m'intéresse aussi de savoir pourquoi il y a des gens, ils arrivent tout de suite à dire: «OK, là, j'ai fait un mauvais marathon, mais c'est pas grave, en fait. Ça m'apprend que mon entraînement était pas optimal. Ça m'apprend que, tu vois, j'ai oublié de prendre des gels, puis c'est super important». Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais. peux toujours dresser un bilan constructif du passé et ça te permet de, la prochaine fois, améliorer, en fait, ce que tu fais ou ce que tu penses. Si Mmh. tu fais pas ça et que tu es plus dans la frustration, tu sais, où tu peux avoir tendance à te dire, «Oh, j'ai vraiment pas eu de chance, sur ce marathon-là, il a fait trop chaud», ou tu sais, genre: «C'est pas de ma faute», ou alors, «Je suis juste frustré, puis, j'essaye pas de voir le p», tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, en fait, il y a jamais de conséquences positives à ça parce que tu es pas dans le constructif. Mmh. Ouais, je vois. Comment tu es arrivé à ce sujet-là de recherche, c'était ton choix? C'était, dans le laboratoire où tu travailles du coup? Enfin, comment tu es arrivé à ce sujet-là? O Ouais, c'est ça, c'est le laboratoire où je travaille, on principalement sur les souvenirs, pas que, mais je te dirais 80, des recherches qui se font dans notre labo, c'est sur les souvenirs. Donc mon prof, c'est son thème de recherche, tu sais, il est connu pour ça, pour s'intéresser aux souvenirs. Moi, j'ai été le premier à étudier les souvenirs dans le sport, parce que ça avait jamais été fait dans notre labo. D'habitude, c'était plus sur la population générale, donc population, monsieur, madame, tout le monde là. Moi, je voulais vraiment voir dans le sport, parce qu'il me semblait que dans le sport, c'était encore plus vrai que les souvenirs pouvaient avoir une influence. Tu sais, les Ouais. sports là, c'est une passion pour les gens, puis ça fait très mal une mauvaise course ou une blessure ou, tu sais, des mauvaises expériences. Plus mal que beaucoup d'autres activités de notre vie parce que tu sais, on est un athlète, là, c'est notre identité. Tu sais, les gens, ils courent pas, ce sont des coureurs, tu sais, c'est différent. Ouais. OK, du coup après donc là tu vas terminer cette thèse-là, ça va être, bientôt ou tu as encore beaucoup de temps, tu penses? Ça, c'est la vraie question, ça. C'est la question à 1 000 000 $. Je pense que je pourrais finir l'année prochaine, à l'été prochain, là, dans 1 an à peu près. Pour de vrai, c'est dur de savoir, parce qu'une étude comme ça, c'est 40 participants qui passent 2 fois en laboratoire, donc 80 passations en laboratoire. Tu sais, j'ai 2 assistants de recherche qui m'aident, mais même là, c'est vraiment long comme étude. Après, il faut rédiger une thèse, puis j'ai un gros stage à faire aussi, donc non, il y a encore, un peu de travail là, pour de vrai. OK, et du coup par la suite tu souhaites, te lancer à fond dans ce que tu as déjà commencé à faire sur la voilà, la communication, l'entraînement à distance et cetera? Ouais, 100. Moi, j'ai juste une hâte là, c'est de faire, ce que je fais, à 100, c'est-à-dire, en fait, il y a pas beaucoup de choses, hein. Il y a la chaîne YouTube, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est surtout ça que je fais depuis 1 an. Développer ma chaîne YouTube, le coaching que j'aime bien, mais que j'aimerais commencer à déléguer, plus à comme coacher des coachs pour qu'ils puissent coacher des athlètes que j'ai pas le temps de coacher. Ouais, Compliqué comme phrase, mais parce que j'ai une liste d'attente de ouais. personnes pour être coachées. Puis moi, je m'étais mis comme limite environ 30 athlètes. Puis, maintenant, j'ai une liste d'attente qui grossit, mais je peux rien faire avec ces gens-là qui veulent être coachés. Ça fait que, tu sais, la prochaine étape, c'est de former des coachs, qui pourraient m'aider à coacher, plus de coureurs, en créant peut-être une méthode, en posant peut-être plus la méthode sur le papier aussi du coup. Donc ça, ce serait un axe plus
moyen terme. Euh, c'est ça, c'est principalement ces deux trucs-là qui jouent en fait ensemble. La chaîne YouTube me permet de me faire connaître et ma philosophie. Du coup, ça me permet d'avoir des athlètes à coacher. Les athlètes que je coach, ils m'aident à comprendre mieux mon sport parce que chaque personne est différente et qu'en fait, je gagne de l'expérience. Du coup, ça me donne des idées pour la chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un truc qui marche bien ensemble. Ouais, je vois bien, ouais, je vois bien. Pour rentrer un peu plus maintenant dans le sujet psychologie, déjà, moi j'aimerais que tu nous parles des questionnaires, notamment quand on voit voilà, toutes les études en psychologie. Il y a un questionnaire qui revient un peu plus que les autres, le fameux POMS, Profile of Mood State, qu'on voit beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ce questionnaire? Pourquoi est-ce que celui-là en particulier revient souvent et qu'est-ce qu'il mesure, à quoi il sert, etc. Excuse. Ouais, le POMS, c'est pas un questionnaire que j'ai utilisé beaucoup personnellement. Il y en a un autre qui s'appelle le PANAS aussi, qui mesure à peu près les mêmes choses. Le but de ces questionnaires, c'est surtout de mesurer des émotions, en fait. Donc là, tout dépend en fait des questions de recherche. C'est sûr que les émotions dans le sport, c'est peut-être un des concepts qui fascine le plus les chercheurs, et à raison. C'est parce qu'au final, les émotions, c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui fait qu'on est motivé, c'est ce qui fait qu'on est démotivé. La motivation en tant que telle, c'est une émotion. La peur, la fierté, la honte, la motivation, bref, il y en a des dizaines, là, selon la terminologie aussi. Je ne sais pas s'il est plus utilisé que d'autres échelles. Tu sais, il y a vraiment beaucoup, par exemple, les échelles d'anxiété et de stress sont des échelles qui ont été énormément utilisées aussi, parce que l'anxiété et le stress, c'est en lien avec des problèmes très concrets dans la vie des gens, puis dans la vie des sportifs en particulier. C'est ça, je ne pourrais pas t'en parler plus de ces questionnaires parce que je ne les ai pas utilisés beaucoup, tu sais, seulement quelques fois. Mais ouais, je pense que les émotions, c'est juste intéressant pour tout le monde, là. Et du coup, tu penses quoi de l'utilisation de ces questionnaires, en termes, voilà, qu'est-ce qu'ils apportent, au niveau des études? Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment intéressants? Est-ce qu'ils permettent vraiment de mesurer ce qu'on veut mesurer? C'est des questions compliquées pour de vrai. Tu sais, il y a des chercheurs tu sais, qui en débattent là, souvent. Je pense que le champ des émotions, c'est un des champs où il y a le plus de débats dans la psychologie parce que même sur la définition d'une émotion, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Au sens où il y a vraiment beaucoup de définitions. Tu sais, je pense qu'il y en a des dizaines là, qu'est-ce que c'est une émotion. Donc, un des problèmes de la psychologie, c'est que on crée des concepts comme ça en claquant des doigts. Tu sais. Comme c'est un champ qui n'est pas aussi objectif que la physiologie, où là tu peux observer des processus qui existent, la psychologie, rien n'existe. On est obligé de créer des concepts. Tu sais. Par exemple, je sais pas, je prends l'anxiété. L'anxiété, il peut avoir des marqueurs de l'anxiété, mais l'anxiété n'existe pas en tant que telle, tu vois. Tu peux Ouais. l'observer, tu peux avoir une grille d'observation, mais le stress, pareil, tu vois. Le stress, ça n'a pas de réalité. Oui, il peut avoir des marqueurs physiologiques, de la cortisol, etc., mais le stress n'existe pas en tant que tel. Et c'est vrai pour tous les concepts en psychologie. Du coup, les problèmes des chercheurs en psychologie, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont une nouvelle idée, ils vont créer un nouveau concept. Et maintenant, il y a une redondance dans les concepts énorme. Et du coup, en termes très scientifique, on a beaucoup de covariance. Ça veut dire, pour les gens qui ne connaissent pas, que on va mesurer plusieurs choses dans une même étude, mais plusieurs choses qui, d'une certaine façon, mesurent la même chose. Il y a une espèce de petite, Mmh. si tu prends les diagrammes de veine, là, il y a une espèce de petite part qui se chevauche parce qu'il y a des concepts tu vois, le stress et l'anxiété, c'est un bon exemple de ça. C'est pas deux construits qui sont totalement différents. C'est deux construits qui ont une partie commune, et ça pose des problèmes quand on les mesure en même temps dans une étude. Et ça, c'est un vrai, vrai problème de la psychologie. Et du coup, souvent, les psychologues ils disent qu'il faut arrêter de créer des nouveaux concepts et qu'il faut mieux les définir et qu'il faut se mettre plus d'accord sur les nouveaux concepts, parce que toutes les années, il y a encore des nouveaux concepts qui arrivent. Le flow, après, il y a le clutch, après, il y a le machin. Enfin, tu sais, il y a 12 000 concepts sur le même Mmh. truc, là. Le mindfulness qui est arrivé plus récemment. Enfin, bref, c'est assez complexe. Pour de vrai, je me souviens même plus de ta question initiale. Je suis Ouais, j'en parti j'en étais dans. sur l'utilité des questionnaires heu, qui sont ce qu'ils sont, quoi, que voilà, on mesure, mais c'est un des problèmes, tu l'as dit, la psychologie qui est pas aussi simple presque que la physiologie, où on peut mesurer des choses. Alors ça peut être un piège aussi, hein, parce que des fois on croit mesurer des choses et puis au final, ça peut pas forcément dire ce qu'on imagine. Mais est-ce qu'avec les questionnaires, c'est aussi d'autres biais qui rentrent en compte
dans la dans le remplissage du Exact. questionnaire et dans l'analyse, quoi. Exact, il y a plein de biais et un autre gros biais, c'est, l'auto-administration. Tu sais, les gens vont répondre selon leur biais. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de déni et d'évitement. Tu sais, on va prendre un exemple. Il y a une échelle qui permet, par exemple, de mesurer l'ouverture émotionnelle, tu vois? Donc il y a, je sais pas, par exemple, 20 questions sur, à quel point les gens sont ouverts à leurs émotions. Sauf que si tu prends une personne qui est vraiment tu sais, à l'extrême du continuum, c'est-à-dire qui est ultra fermée à ses émotions, puis là, tu lui demandes de répondre à ce questionnaire de façon objective. Est-ce que c'est pas juste contradictoire de demander à une personne qui est fermée à ses émotions pendant 20 questions, à quel point elle est ouverte sur ses émotions sur une échelle de 1 à 7? Tu sais, il y a certaines personnes qui pourraient argumenter que clairement les résultats seraient biaisés parce que ces personnes-là sont par définition opaques à eux-mêmes. Du coup, à quel moment leurs résultats peuvent être valides, tu sais, pour mesurer l'ouverture nationale? C'est un exemple, tu sais, qui fait un peu rire, mais il y en a plein là, des exemples comme ça. Alors, il y a quand même des études qui montrent que globalement, les gens sont assez bons pour savoir, pour avoir une vision d'eux un peu objective, tu sais. Mais, moi, ce que j'observe dans mes recherches, c'est que c'est très difficile de savoir. Comment tu sais que quelqu'un est objectif sur lui-même si la seule mesure que tu as, c'est lui qui te l'a donnée? Ça prendrait un jugement externe, tu sais, un psychologue clinicien, par exemple, mais clairement, ces études-là sont pas faites. Ça prendrait trop d'argent puis de temps. Ça doit exister, là, je connais pas toutes les recherches du tout, mais on le sait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont argumenté là-dessus en disant honnêtement, les questionnaires auto-administrés, à quel point c'est valide et tout. Pourtant, c'est le gold standard aujourd'hui, hein, dans la psychologie. C'est facile, tu lances un truc en ligne, tu demandes aux gens de répondre, tu rentres 100, 200, 1000 personnes dans ta base de données, puis tu fais des corrélations ou autres, puis après, tu peux sortir des résultats. Tu vois une grosse part de variabilité, tu sais, entre les gens quand tu leur demandes du stress, de l'anxiété, de la dépression. Tu sais, vraiment, il y a une courbe normale sur beaucoup, beaucoup de construits, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, là. Donc ouais, je pense qu'il y a des vraies critiques en psychologie, puis c'est important de les avoir, de les garder en tête parce que, tu sais, on peut pas faire autrement, mais on peut améliorer la méthodologie, on peut améliorer la rigueur et pour de vrai, quand j'ai fait mes études au Canada, on bouffait beaucoup, beaucoup de métaux parce qu'en psychologie, il faut vraiment être béton en métaux si tu veux faire des études qui font du sens, tu vois? Mmh. Sinon, tu peux vite faire dire n'importe quoi, puis avoir des résultats qui seront jamais répliqués parce que c'est juste dû à des erreurs de mesure ou à plein de choses, en dehors Mmh. de ton contrôle. Ouais. Non, c'est pour ça que je t'ai posé cette question parce que, bah, voilà, sur toute presse enfin, la majorité des études que j'ai pu lire, souvent, bah, c'est voilà, tout est évalué avec des questionnaires donc c'est pour ça que c'est une question que je me suis posée, quoi, forcément Ouais. sur la méthodologie Et derrière et la validité de ces questionnaires, quoi. exact et je pense que les questionnaires, ils devraient rester exploratoires, en fait. Je pense qu'ils sont super intéressants parce que rapides, efficaces, on peut vite se faire, tu vois, une idée de qu'est-ce qui se passe dans un domaine et tout. Par contre, je pense que si tu veux prouver ton point avec plus de fermeté, il faut faire de l'expérimental. C'est-à-dire, il faut aller sur le terrain, il faut aller en labo, puis il faut faire, tu sais, des tâches expérimentales avec groupe contrôle, avec, Ouais. mesures répétées, c'est-à-dire on passe plusieurs fois à des conditions différentes pour la même personne. Je pense vraiment que, tu vois, l'étude que je fais, c'est vraiment pour ça qu'elle est importante. C'est parce qu'avec le devis qu'on a, si on a des résultats, 99 de chances qu'ils seront vraiment dus à notre tâche et pas au hasard, puis pas à des problèmes de métaux, tu vois? Fait que des fois, tu prends plus de temps à créer l'étude, c'est-à-dire une bonne méthode, bien s'assurer que les biais ils soient contrôlés et tout, que, Mmh. à faire l'étude, en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Ouais. Sans parler après derrière du temps de publication, j'imagine que ton étude, on n'est pas forcément près de pouvoir la lire entre le temps de rédaction plus derrière le temps de Ouais, publication, si tu veux que ça soit en publié dans effet. un journal, Ouais, ça peut aller vite quand même. Tu vois, j'ai publié un article sur, la passion obsessive et la passion harmonieuse en 2019 ou 2020, c'était mon premier article, un premier auteur et au final, entre le moment où on a démarré l'étude et là où ça s'est publié, je pense qu'il s'est passé 2 ans ou un peu moins. Alors ça peut paraître beaucoup, mais dans le monde de la recherche, en vrai, ça va. Mais c'est certain que des fois, c'est beaucoup plus que ça. Puis l'avantage en psychologie, c'est que les propos sont jamais dépassés parce que, tu sais, on parle de choses qui changent pas chez l'humain, là. mmh. Stress, anxiété, il y a 2000 ans, je pense qu'on en parlait pareil. Mmh. Si tu vas dans d'autres domaines, notamment, tu sais, la médecine, tu sais, avec notamment le covid et tout, là, si ça prend 2 ans, Ouais. c'est too late. Il y a déjà eu 8 variantes, c'est terminé, là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, tu m'as fait un peu la transition. J'ai parlé de
de passion, maintenant, de passion harmonieuse, passion obsessive. C'est un sujet qui est aussi assez passionnant. Est-ce que tu pourrais en parler, nous expliquer ces concepts et puis, expliquer les conséquences aussi? Ouais, bien sûr, bah, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de la passion parce que c'était quelque chose que j'étudiais plus, au début de mon doctorat. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec Robert Vallerand qui est, pas mal la référence dans ce domaine-là. Tu sais, il est dans les mêmes universités que moi, puis ça a été ma première collab et lui, ce qu'il a, créé, c'est une théorie sur, 2 types de passion. Donc c'est assez simple et c'est ça, en fait, que les gens aiment bien avec cette théorie, c'est que c'est assez binaire. D'ailleurs, Mmh. ça peut être aussi un problème dans cette théorie, mais on y reviendra. Donc tu as la passion harmonieuse d'un côté, puis tu as la passion obsessive de l'autre. Donc l'idée, c'est de dire que, déjà, une passion, c'est quoi? C'est juste une activité dans laquelle tu dépenses beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais aussi avec laquelle tu t'identifies, tu vois? On parlait un peu de ça tout à l'heure avec courir versus être un coureur, bah, la passion, c'est ça. C'est quand tu te définis par ton activité, parce qu'elle prend une grande partie, dans ton temps, dans ta vie et que les gens te voient comme ça aussi. Donc souvent, les sportifs sont passionnés pour leur activité, et on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de vivre sa passion. Une façon un peu plus obsessive, c'est-à-dire, heu, quand tu fais ton activité, c'est tellement important, pour toi de réussir que parfois, ça t'empêche, de mettre tous tes domaines de vie, tu sais, d'harmoniser tous tes domaines de vie. Tu sais, par exemple, je prends l'exemple d'un athlète, d'un coureur, qui va aller s'entraîner, qui va faire ses entraînements et tout. Bah, après, il aura du mal, par exemple, à décrocher mentalement de son activité, tu vois? Il sera encore en train d'y penser, il sera allé sur Strava, sur les réseaux sociaux, tu sais, il déconnecte jamais parce qu'il y a cette obsessivité un petit peu dans son activité. D'autres marqueurs, ce serait, avoir du mal à contrôler son engagement dans son activité. Genre, tu t'entraînes tout le temps, puis tu arrives pas à genre, doser ton entraînement, tu vois? Tu en fais trop. Donc souvent, on voit qu'il y a plus de blessures avec les gens qui sont plus obsessifs dans leur activité. Alors que être en harmonie, excuse, avec son activité, c'est l'inverse en fait. C'est qu'une fois que tu fais plus ton activité, bah, tu décroches. Quand tu es en famille, bah, tu penses pas tout le temps à la course à pied. Tu sais, il y a quelqu'un qui te parle, tu es pas en train de penser à la course à pied, tu vois ce que je veux dire? C'est très extrême comme exemple, mais ça existe des gens, tu sais, qui sont pris là-dedans. Puis au niveau des raisons, tu sais, on pourra en parler après là, parce qu'il y a pas encore de vérité absolue sur pourquoi des gens sont plus obsessifs et d'autres plus harmonieux. Mais ce qu'on sait, c'est que ça peut changer. Donc ça, c'est positif. C'est pas génétique là au point où si tu es obsessif dans ton activité, tu le seras toute ta vie. Ça se travaille. Euh, Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est clair au niveau de la passion, là, mais tu sais, je voudrais pas non plus être trop technique. Mmh. Alors Euh, moi, je connaissais déjà le concept, donc voilà, ça m'a pas j'ai en tout cas trouvé tes explications assez claires et moi, une question que j'avais, mais que du coup tu t'apprêtes à répondre, c'est que d'où viennent ces profils? Est-ce que c'est inné? Voilà, pourquoi on serait plutôt obsessif par ouais, alors l'hypothèse que je préfère personnellement, c'est l'hypothèse des besoins psychologiques. Tu en as peut-être déjà entendu parler de cette théorie parce qu'elle est devenue très populaire. Il y a, la théorie, c'est la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui a quand même un bon 30 ans maintenant, mais qui est tellement populaire que tout le monde écrit des articles là-dessus parce que c'est un peu la facilité maintenant en psychologie. Et ce que cette théorie, elle dit, c'est que dans la vie, chez les humains, pour être vraiment alors c'est sûr, c'est très général, pour être heureux, pour être performant, pour être bien avec son entourage, pour, être épanoui, bref, voilà, pour être, un être humain, «parfait» entre guillemets, il faut satisfaire 3 besoins psychologiques qui sont le besoin d'autonomie, donc c'est d'avoir l'impression que tu es à la base de tes choix, en fait, de tes actions tout simplement. C'est un peu la notion de consentement, hein, qui est hyper, qui est très, très, d'actualité là. Tu as, le deuxième besoin qui est le besoin de compétence. C'est un besoin qui va être extrêmement présent dans le sport, donc avoir l'impression de se sentir efficace, d'avoir, juste l'impression d'être compétent dans ce qu'on fait et de se sentir en progression. C'est vraiment ça le besoin de compétence et on a un troisième besoin qui est le besoin d'appartenance. Donc là, c'est tout ce qui est relations sociales, se sentir aimé, donner aussi en retour aux gens, être intégré dans sa communauté, etc. Donc tu vois, ces trois besoins-là, si tu arrives à les satisfaire, il faut satisfaire les trois. Si tu en as un qui est trop bas et que les autres sont hauts, bah, ça peut quand même créer un déséquilibre. Et ben, tu es plus motivé intrinsèquement par les choses, tu es plus épanoui, tu es plus efficace, etc. Et toutes les outcomes, excuse, les résultats positifs que tu pourrais imaginer. C'est un peu ça la théorie, tu vois? Hem,
au niveau de la passion, il y a un article qui a montré que une des raisons pour laquelle certaines personnes seraient plus obsessives que d'autres, c'est qu'elles auraient certains de ces besoins ou les 3 qui sont frustrés, dans leur vie ou dans leur, activité passionnante, tu vois? Mettons, je te donne un exemple. Tu as un coureur qui se sent, extrêmement incompétent dans son sport. Il s'entraîne, mais tu sais, il se sent pas en progression, il a l'impression que ses chronos, ils s'améliorent pas, il se blesse, bref, tout ce que tu peux imaginer. Et ben, cette personne pourrait devenir plus obsessive, aurait plus de chances en tout cas de le devenir, parce que ce besoin-là est frustré dans sa vie, tu vois? C'est Mmh. vraiment ça l'idée. Ouais, ouais, Ça, je te donne l'exemple de la compétence, mais ça peut être les relations sociales, tu vois? La personne ouais. n'est pas inclue dans son groupe et tout, bah, elle pourrait devenir plus obsessive. En fait, c'est un peu la théorie du manque, tu vois? Tu manques Mmh. tellement d'un truc que du coup, tu investis un objet d'une façon hyper intense pour combler ce truc qui te manque un peu. C'est un peu Ouais. une théorie psychanalytique, enfin. Mmh. Et ça me fait penser aux addictions au final, c'est un petit peu, une Ouais, explication aussi, ouais, complètement. Mmh. Donc voilà, c'est un peu, une hypothèse, pourquoi moi personnellement, je pense que cette hypothèse est intéressante, mais elle est incomplète. Parce qu'il y a plein de gens qui, tu sais, qui vont avoir ces besoins-là, comblés, puis qui vont être quand même obsessifs ou d'autres cas. Bref, je pense que ça explique une partie du camembert là, mais clairement il y a d'autres facteurs, qui jouent, puis qu'on n'a pas forcément compris. Puis encore une fois, c'est souvent en fait multifactoriel. C'est pour ça que la science, c'est compliqué là, ouais. surtout la science moderne. C'est parce qu'en fait, toutes les choses qui sont simples à expliquer ont pas mal été trouvées. Maintenant, tout ce qui reste à trouver, c'est des choses où il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, qui jouent entre eux, qui se synergisent. Bref, voilà, il faut démêler tout ça, quoi. Ouais, ouais, je vois. Et toi, du coup, en tant qu'entraîneur, est-ce que ces profils-là, tu les évalues? Ouais, j'ai passé un moment, durant mes premiers mois d'entraîneur à essayer de créer des instruments d'évaluation, tu sais? Donc, j'avais vraiment créé des Excel un peu complexes où les gens répondaient à des questionnaires, puis ça les catégorisait dans un truc tout. Enfin bref, j'étais parti vraiment, loin. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que mon job, c'était d'être entraîneur et que je pouvais pas passer autant de temps à essayer de créer des outils et tout. Mais c'était quand même un truc qui m'intéressait, mais c'était plus le chercheur qui parlait, tu sais? En tant qu'entraîneur, je le vois en fait assez vite parce que moi, la façon dont je coach les athlètes, c'est que je fais au moins un zoom par, mois avec l'athlète. Si je pro Tu sais, le coaching que je fais là, c'est du coaching qui coûte souvent plus cher que d'autres, mais justement parce qu'il y a cet accompagnement qui est psychologique où j'ai besoin d'avoir un contact, de discuter, de verbaliser avec les gens que j'accompagne, au moins durant les premiers mois. Et du coup, bah, je le vois très vite en fait, à qui j'ai affaire. Il y a vraiment tous les profils dans les coureurs, et les coureuses et c'est ça que j'aime aussi et du coup, j'ai pas besoin d'un questionnaire parce que le jugement clinique est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, qu'un questionnaire. Un questionnaire, c'est intéressant quand tu veux faire des statistiques, quand tu veux faire du quantitatif dessus ou quand tu veux déléguer ça à un collègue ou une autre personne. Mais quand toi, tu as l'habitude de parler avec, des profils différents, bah, tu as pas besoin en fait d'instruments, je pense, sauf si c'est psychiatrique, mais ça, c'est pas le cas avec les coureurs là. Ouais. Et du coup, comment, ça influence derrière l'entraînement que tu planifies en fonction des profils, Ouais, c'est vraiment une bonne question pour de vrai, c'est une très bonne question, il y aura pas de réponse simple parce qu'en fait, ça dépend des profils, mais je peux te donner des exemples. Un profil que je vais vraiment trouver beaucoup chez les coureurs, qui en fait un profil, tu sais, où il y a 2 types de profils en fait, un construit à 2 types de profils, ça serait, heu, la volonté de réussir, tu vois? Il y a des gens, ils arrivent vers moi, tu sais, ils ont les dents qui rayent le parquet là, tu sais, c'est souvent pour dire, ils ont vraiment envie, ils sont prêts à tout pour y arriver, tu sais, ils sont prêts à courir autant que possible, ils sont prêts à tous les sacrifices et tout. Tu as ces gens-là. Donc ces gens-là, je le sais que moi, mon job en tant que coach notamment, ça va être juste de les freiner, mais tu sais, sans qu'ils se sentent, brisés dans leur autonomie. Ça, ce serait de leur expliquer que plus, c'est pas toujours mieux. Et ça, pour ces gens-là, qui sont convaincus que plus, c'est mieux, mais qui au fond le savent que non, mais tu sais, c'est très au fond là, des fois tellement au fond qu'ils le savent pas. Moi, mon job, ça va être ça. Donc c'est pour ça que ces gens-là me paient en fait. C'est vraiment pour être là derrière eux et leur dire: «Là, c'est trop», tu vois? mmh, C'est des gens qui ont quand même pris conscience qu'ils étaient plus capables de s'entraîner tout seuls et qu'il fallait qu'ils délèguent, mais qui ne sont pas capables de s'entraîner tout seuls parce qu'ils et tu vois, moi, je me considère un peu dans ce cas-là. C'est pour ça que moi, je me fais coacher. Moi, j'ai un coach parce que je suis incapable de me coacher aussi bien qu'un coach pourrait le faire, surtout que j'ai un bon coach et cetera. Le 2e cas, c'est des gens, au contraire, qui ont un peu peur d'y aller, tu vois? Ça va être les gens, il va falloir plus les pousser
parce qu'ils n'ont pas confiance nécessairement en leur corps ou ils ont eu des mauvaises expériences. Ça arrive souvent que des gens qui ont des blessures assez tôt dans leur carrière, du coup, ben, tu sais, ils ont un peu peur tout le temps de s'entraîner, ils ont peur d'augmenter leur volume, ils ont peur, tu vois. Ouais, S'entraîner avec la peur de se blesser, c'est un vrai problème, tu vois. ouais. Donc ces gens-là, il va falloir au contraire leur dire: «Mais si tu es capable, c'est pas parce que tu t'es blessé une fois que tu vas trop blesser et cetera», donc il va falloir les pousser. Mais tu vois que si j'utilisais ce style-là communicationnel avec un athlète qui veut toujours en faire plus, ce serait une catastrophe, en fait. Mmh. Parce que je le pousserais dans son délire, en fait, tu vois? Ouais, Du coup, ouais. bah, il en fera encore plus. Donc c'est pour ça que selon moi, la psychologie, elle est hyper importante dans le coaching. C'est parce qu'il y a pas une personne, enfin, il y a pas 2 athlètes dans les athlètes que j'ai que je coach de la même façon. Parce que chacun est différent et à chacun, il faut avoir un discours différent et cetera et moi, c'est ça que j'adore, en fait. Sinon, ça serait hyper ennuyeux si, tout le monde se ressemblait. Ouais, ouais. Alors du coup, moi, c'est vrai que, j'ai pas forcément de base en psychologie, mais pourtant j'ai quand même l'impression d'avoir aussi cette approche au final, de manière, un peu innée. Je sais pas comment te l'expliquer, mais j'imagine que tu comprends ce que je veux Mmh. dire. Mmh. Mais, forcément avec la relation avec l'athlète, bah, on va adapter un petit peu derrière, l'entraînement. Et comment tu penses du coup pour les entraîneurs qui ont pas ces connaissances-là en psychologie parce que, bah, c'est pas non plus leur métier, mais qui ont voilà peut-être juste quelques bases, comment eux, ils peuvent se servir de la psychologie pour adapter l'entraînement et puis, améliorer au mieux, leurs athlètes, quoi? Je pense que les bons entraîneurs, naturellement et comme tu l'as dit, ils sont bons psychologues. Je pense qu'en fait, ce qui est bien avec la psychologie, c'est que, selon moi, tu as pas besoin d'avoir étudié en psychologie pour être bon, tu sais, je dirais pas psychologue parce que c'est pas des Ouais. psychologues, mais pour avoir une analyse fine, de la psychologie des gens. D'ailleurs, j'en vois là des gens, des fois, qui m'impressionnent au niveau de leur compréhension des mécanismes psychologiques. Ils ont pas forcément les termes techniques parce qu'ils ont pas fait des études là-dedans, mais en fait, ils ont compris la même chose, tu vois? Ouais, Après, on va pas se mentir, avoir des théories, tu sais, genre une boîte à outils de théorie, un cadre théorique pour l'appliquer dans la vie réelle, ça aide vraiment, tu vois? Juste la théorie des 3 besoins psychologiques, je sais que dans la tête d'un coureur, ils en ont parlé récemment. Tu sais, ils sont tombés sur cette théorie, je sais pas comment, puis ils parlaient de la théorie de l'autodétermination et tout, puis j'ai trouvé ça cool parce que justement, ça prouve que le milieu académique perce un peu, dans, le monde, «réel» entre guillemets, parce que c'est rare que la transition se fasse entre ces 2 mondes. Fait que, 1er truc que je dirais à des coachs, ce serait valoriser la psychologie. Tu sais, ça commence par ça. Si tu penses que la psychologie, elle pèse rien, clairement, tu vas pas investir des énergies là-dedans et ça arrive, tu sais, beaucoup que les coachs, aient 0, motivation à s'intéresser à ça, à parler avec leurs athlètes et tout. Deuxième truc, ce serait de s'intéresser et de lire des choses, tu vois? Il y a des chaînes qui le font très bien et c'est pas besoin d'être une chaîne spécifique. Moi, je le fais dans ma chaîne spécifique, Runwise, course à pied et tout, mais il y a des chaînes qui parlent de psychologie et tu peux appliquer ces mêmes choses là dans le sport, en fait. Il y a plein de façons. Puis, il y a de plus en plus d'athlètes qui lisent des bouquins, de psychologie du sport aussi parce que c'est devenu de plus en plus accessible, c'est vulgarisé. Donc juste le lire, bah, en fait, tu vas t'améliorer là-dedans. Donc c'est vraiment ça les conseils que je dirais. Puis je pense que c'est très, très sous-estimé l'impact que la psychologie a dans le sport. Je pense qu'on s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose qu'on peut pas mesurer directement. Mais je pense que c'est vraiment sous-estimé, à quel point la psychologie, ça va être pour moi 90 de la réussite d'un athlète, en fait, même avant sa physiologie là. Parce que tu prends l'athlète le plus doué du monde au point de vue physiologique, s'il a une psychologie qui marche pas là, puis il peut avoir 1000 trucs, qui décrivent ce phénomène, il y arrivera jamais. Alors que tu pourras voir des athlètes qui ont pas une physiologie optimale probablement pour un sport, mais qui peuvent faire une médaille aux olympiques parce qu'ils ont eu toute une éthique de travail, toute, une psychologie de l'adversité, de toujours rebondir des échecs et tout, qui leur a permis de se hisser, au plus haut. Et c'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vois? Je pense que c'est pas nécessairement les plus smart, les plus intelligents qui vont toujours créer les plus belles enfin, tu sais, les compagnies qui vont le plus marcher là. ouais. Et est-ce que du coup ces facteurs psychologiques, bah, tu le dis, ils sont extrêmement importants. Est-ce que, il y a une part quand même d'inné dans ces facteurs-là? Est-ce qu'il y en a, un peu comme, bah, les capacités physiologiques? Est-ce que, les capacités psychologiques, voilà, il y a une part d'inné? Est-ce qu'il y a quelle est la part d'entraînable? Comment? Est-ce que, c'est par la psychologie? Il y a du poids, alors je balance aussi peut-être sur une autre question, mais il y a aussi beaucoup de préparation mentale. Je sais pas si c'est une mode, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un champ qui prend de l'importance, je trouve. Voilà, comment du coup on peut, aider ces athlètes et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce côté psychologique?
Bah, c'est sûr que sur la question génétique, il y a des études qui montrent très clairement que la personnalité est en grande partie génétique. Tu sais, on a des chiffres qui tombent 30, 40, 50%. Tu sais, des études qui ont été faites sur des vrais jumeaux et des faux jumeaux pour voir un petit peu la part d'acquis inné là. Il y a une grande partie qui est génétique. Puis, tu sais, on le voit direct avec des enfants, avec des bébés là. Tu sais, on dit qu'il y a des enfants difficiles, puis des enfants faciles. Tu sais, des choses comme ça. Il y a des enfants qui pleurent directement beaucoup, alors qu'ils n'ont pas été encore socialisés. Clairement, il y a de la génétique là-dedans. Euh, Par contre, comme tu le dis, tout ça peut énormément se moduler. Puis là, on pense à la plasticité cérébrale. Un enfant qui évolue dans un milieu très, très hostile versus un enfant qui va évoluer dans un milieu très prévenant, avec satisfaction de ses besoins, l'écoute de ses besoins, etc., bah, ça ne va pas du tout donner les mêmes choses, même si c'était le même individu. Donc c'est évident qu'il y a les deux, puis c'est ça qui est fascinant en fait. Si c'était que l'un ou l'autre, je pense que ce serait moins intéressant. Mais on arrive, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Des fois, tu peux choisir ton personnage de base qui va avoir des habilités différentes avec des curseurs. Tu sais, par exemple, les jeux de combat, un mec aura plus de dextérité, un autre plus de vitesse, ou je sais pas quoi. Puis, tu sais, moi, je vois ça comme ça. Un sportif va avoir différents niveaux d'aptitude, mais après, avec le travail, il va vraiment pouvoir venir changer, optimiser ses curseurs, travailler ses faiblesses notamment, etc. Au niveau de la question, tu sais, comment, dans quelle proportion on peut changer ça, pour de vrai, c'est impossible de répondre au niveau précis, mais je pense que la réponse, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on connaît tous des gens qui ont changé énormément sur le plan psychologique. Ça demeure rare parce que je pense que notre société, c'est pas tant valorisé d'avoir un, tu sais, un gros changement psychologique. La preuve, c'est que la plupart des gens ne vont pas voir des psys parce qu'en France, c'est assez différent du Canada, mais en France, quand tu dis que tu vas voir un psy, c'est assez négatif. Les gens vont te dire, mais il est taré, il est fou, quoi. Alors que si tu dis que tu vas voir un kiné, les gens vont te dire, oh cool, t'as eu quoi? Oh, tu t'es blessé, machin, pas de problème. Ce qui montre que avoir des problèmes psychologiques, c'est encore connoté négativement, alors que si tu te casses le bras, les gens vont juste avoir de l'empathie ou tu vois, en mode, ils vont un peu Mm. te plaindre. Tu sais. Donc, il y a clairement un problème, à mon avis, de croyances qui entourent la psychologie. À tort ou à raison, tu sais, il y a eu aussi toute une épreuve psychanalytique avec Freud et tout, qui a fait un peu de mal, je pense, à l'image de la psychologie en Europe, où on voyait ça comme pas du tout scientifique, comme très négatif surtout. Tu sais, les gens ont vraiment des enjeux psychologiques, ils ont des problèmes, machin et tout. Alors que maintenant, au Canada, en Amérique du Nord, il y a un courant psychologie positive qui est beaucoup plus fort, où on va essayer d'optimiser la santé mentale, le bien-être des gens. Tu sais, on va essayer d'augmenter le fonctionnement optimal au lieu d'être toujours dans le truc où on va euh, limiter la casse, là, comme un peu l'approche européenne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se jouer à ce niveau-là. Genre, tu sais, la santé mentale, c'est trop tabou pour le moment. Puis, tu sais, moi, j'en parle tout le temps avec mes parents ou à mes amis que aller voir un psy, c'est pas honteux. Aller voir un psy, c'est au contraire un acte de courage, puis de reconnaître que des fois, on a besoin de quelqu'un pour progresser dans un domaine parce qu'on ne peut pas tout voir tout seul. Tu sais. On a beaucoup de blind spots, comme on appelle ça en anglais, c'est-à-dire d'angle mort. Là. Mm. Donc, ça, c'est un truc. Pour répondre à ta question sur la prépa mentale, c'est à la mode et je pense que c'est bien que ce le soit. Je pense que c'est pas toujours très bien compris du grand public ce que ça veut dire. Je pense qu'encore trop de gens pensent que préparation mentale, ça veut dire 1 heure avant ta course, tu vas faire une séance de préparation mentale et tu vas gagner 20% de performance. Tu vois. Ouais. Genre, clairement, moi, c'est pas du tout mon approche de la préparation mentale. Pour moi, la préparation mentale, c'est une façon plus sexy nord-américaine de dire psychologie. C'est en mode, c'est un peu comme aller voir un coach versus aller voir un psychologue. Des fois, la même personne va faire les deux, puis il va juste tourner son Ouais. étiquette sur sa porte de bureau parce que si moi je dis en même temps à mon père d'aller voir un coach, il va trouver ça cool. Si je lui dis d'aller voir la même personne qu'un psychologue, il va trouver ça honteux puis il ira pas, tu vois. Donc c'est intéressant un peu de voir les réactions des gens par rapport à la psychologie. Puis, ouais. Est-ce que tu penses que les psychologues, est-ce que les psychologues qu'on peut aller voir en France, si voilà, on en prend un, pas au hasard, mais en tout cas un psychologue, on va dire lambda, saurait répondre aux problématiques du sportif ou est-ce que c'est des psychologues formés dans le milieu sportif? C'est une bonne question pour de vrai. Puis j'ai pas vu de psychologue en France, du coup je connais moins.
Moi, je pense que oui. Tu sais, moi-même, j'ai fait une thérapie l'année passée, 10 séances avec un psy parce que, j'avais envie de parler de certaines choses et tout avec, un professionnel de la santé et l'avantage en psychologie, c'est que quand tu résous un problème ou, quand tu comprends mieux un aspect de toi ou bref, quand tu changes quelque chose, il va avoir un effet cascade tout le temps, tu vois? Et cet effet cascade, hem, il va forcément affecter toutes les sphères de ta vie. Donc je sais pas, prenons un exemple. Prenons quelqu'un qui a, des troubles relationnels, il va avoir, beaucoup de misère à, créer des relations, tu sais, genre profondes avec des gens de son entourage parce que mettons, il aurait, on en parlait tout à l'heure, pas assez d'ouverture émotionnelle, tu sais? Genre, il est pas capable de se vulnérabiliser avec les autres, il est pas capable de beaucoup s'intéresser aux autres, puis, du coup, bah, il a de la misère à avoir, c'est normal, des relations, durables. Si tu vas en psychologie, tu vas voir un psychologue, tu lui expliques que tu souffres de ça, tu sais, tu te sens genre seul, et cetera. Tu sais, c'est assez fréquent comme problème dans notre société. Le psychologue va t'aider déjà à comprendre le problème, d'où ça vient, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Puis, tu sais, on va aller un peu fouiller dans le passé, mais pas que. On va essayer de trouver des outils aussi, on va se donner des défis, on va essayer de faire un truc qui change pour voir comment tu réagis. Bref, ça va être quelqu'un qui va t'accompagner dans ce processus-là. Ça pourrait prendre aussi bien 3 séances que 20 séances, que plus. Mais définitivement, à la fin, tu vas avoir des résultats. Tu vas t'améliorer. Certains plus que d'autres, mais tu vas avoir des résultats, normalement. Si le psychologue fait son job, puis s'il y a un bon fit aussi. Si tu commences à avoir plus de facilité dans tes relations sociales, ça va direct affecter ton sport parce que, mettons, avec ton coach, tu vas commencer à développer une relation qui est plus profonde. Du coup, ton coach, il va avoir plus de désir de t'aider parce qu'on a plus envie d'aider les gens avec qui on s'entend bien. Tu sais, les gens qu'on aime, on a envie de les aider. Les gens qu'on déteste, entre guillemets, on a envie qu'ils échouent. Tu sais, c'est un principe humain de base. C'est horrible, mais c'est comme ça. Du coup, ton coach, il a plus envie de t'aider. Du coup, peut-être que d'une certaine façon, vous allez trouver des solutions dans le sport qui marchent mieux pour toi. Il va te donner des petits conseils avant course alors qu'il ne t'aurait pas donné avant parce que tu étais juste antisocial là. Bref, tu as l'idée. Et en fait, ça va avoir tu vas commencer à mieux t'entendre avec ton boss aussi. Du coup, tu vas sortir du boulot avec le smile, alors qu'avant, tu étais juste en conflit avec tout ton service là. Pareil dans ta relation de couple, tu vas commencer à avoir des relations plus harmonieuses avec ta femme, avec ton mari, puis du coup, ça va. Tu vois, en fait, ça rayonne. Et c'est ce qui est fascinant avec la psychologie, c'est que quand tu changes un truc, un petit truc, enfin là, c'est pas un petit truc, mais c'est un truc, et ben ça rayonne sur toute ta vie, tu vois. Et si Mmh. tu fais ça sur, tu sais, on n'a pas 1000 aspects à changer. Chaque humain, pour moi, il a genre entre 2 et 5 aspects à vraiment changer, tu sais. Enfin, quand je dis changer, c'est améliorer, changer sa perspective dessus. Quand tu fais ça pour un, 2, 3 aspects, tu sais, chez toi, tu changes littéralement là, tu sais. Peut-être que les gens ont l'impression que tu es la même personne, mais toi, tu vis plus du tout ta vie de la même façon. Tu sais, imagine quelqu'un qui était antisocial parce que peut-être qu'il avait souffert du rejet quand il était jeune, bah, d'un coup, il va commencer à avoir des relations hyper épanouissantes, c'est sûr que ça va changer sa vie, là. Puis tu fais pas ça tout seul. Tu sais, c'est impossible que tu arrives à faire ça tout seul, pas accompagné, là. Parce que le psy, il va voir des choses, il va te poser des questions que toi, tu oseras pas te poser parce que tu sais que ça va te faire du mal, puis que tu sauras pas dealer avec cette tristesse ou quoi, tu vois? C'est un exemple, il y en a 1000 autres, là, en psychologie, des problèmes que les humains y rencontrent, il y en a des dizaines. Mais ça, c'est Mmh. un exemple. Ouais. Ouais, donc peut-être qu'en fait, on n'aurait pas forcément besoin de creuser peut-être le côté sportif, mais déjà, si en fait tout ce qui est en fait, dans la vie en général, Oui, permet cent d'être pour plus cent. harmonieux, ben, ça permettra derrière d'être plus performant, quoi. Et tu vois, ta question, elle me fait penser à un autre truc, mais je trouve intéressante parce que des fois, je me demande si parler de préparation mentale, c'est pas presque un mécanisme de défense pour pas parler de psychologie vraiment. Ouais. Parce qu'un sportif qui va pas bien dans sa vie, c'est tellement plus facile de dire aux gens: «Ah, moi, je vais voir un préparateur mental». Les gens Mmh. sont: «Waouh!» Tu sais ce que je veux dire? Les gens sont presque admiratifs Ouais. versus: «Ah, moi, je suis en thérapie depuis, 3 mois». «Ah! OK, qu'est-ce qui se passe? Tu rendu Ouais, fou? Tu ouais, Ouais, en ouais. tout cas, c'est quand même drôle. Du coup, des fois, je me demande, parce que moi, j'en ai des athlètes qui voient des préparateurs mentaux, puis pour de vrai, par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie, je pense qu'un psy ferait mieux, probablement mieux, sa job, mais bon, Ouais, après je pense un qu'il y autre a il y débat. a il y a préparateur mental et préparateur mental. Je pense qu'il y a ceux, qu'on peut voir, qui vont être utiliser surtout des méthodes au final, des outils, C'est ça. qui vont être vraiment au final assez éloignés de la psychologie et dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment très différent. Et peut-être d'autres qui vont avoir une approche plus psychologique, mais qui vont parler de préparation mentale parce que ça va vendre mieux, ça sera mieux mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes de pratiquer la préparation mentale, peut-être moins de façons différentes que la psychologie au final.
Ouais, complètement. Et si ça marche, c'est si au final, tu arrives à accrocher les gens parce que le concept, le boulot est plus sexy et tout, en vrai, c'est pas forcément un mal. Je veux dire, tant que tu peux accrocher les gens à la psychologie, que ce soit un moyen ou un autre, je pense que c'est mieux que rien. Mais il faut pas non plus se leurrer que, tu sais, quand tu as des trucs importants dans ta personnalité à travailler, c'est pas avec 3 techniques du sur internet ou qu'un préparateur t'a donné que tu vas ça prend du temps là. Le temps psychologique est assez différent du temps de tous les jours. Tu sais, souvent, le temps de tous les jours, on accomplit des trucs dans une journée, puis en une semaine, non, le temps psychologique, c'est plus lent. C'est un des premiers trucs que j'ai appris en psychologie, puis je trouve que c'est vrai là. C'est que faut pas ça. Si l'humain pouvait changer des traits importants de sa personnalité en 2 jours, imagine la société dans laquelle tu vivrais là. Ouais. Genre, tu vois pas quelqu'un pendant 6 mois, tu le revois, tu le reconnais plus. Genre, tu sais, c'est même plus la même personne. Ce serait horrible, là, pour de vrai. Mm. Tu sais, si tu pouvais changer. Non, il faut qu'il y ait une genre d'inertie, c'est important en psychologie, mais cette inertie-là, faut vraiment le vouloir pour l'inverser. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de gens qui changent. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses que les psychologues auraient leur place dans un... Alors, j'imagine que dans certaines équipes de haut niveau, dans certaines structures de haut niveau, il y en a, mais je n'ai pas Ouais. l'impression, en tout cas, qu'il y en ait beaucoup, que ça soit très démocratisé. Est-ce que tu penses qu'ils auraient leur place dans les structures de haut niveau ou c'est à l'athlète de faire les démarches de son côté? Ouais, alors, peut-être je poserais la question différemment. La question pour moi, ce serait pourquoi on n'en voit pas plus, tu vois? Parce Mm. qu'ils auraient leur place 100%, mais s'ils n'ont pas leur place, c'est qu'il n'y a pas de demande, tu sais. Je veux dire, si demain les gens voulaient un psychologue, ils seraient là, hein, les psychologues dans les équipes. Ouais. Fait que pour moi, c'est juste la preuve de ce qu'on a dit avant, on ne réalise pas encore l'importance que ça a, la psychologie, la santé mentale et tout, parce que c'est vraiment compliqué, tu sais. Même les gens en psychologie sont pas d'accord pour se dire ce que c'est une émotion. Donc, comment tu veux que les gens qui n'y connaissent rien puissent embaucher des psychologues et tout. Fait que je pense qu'on y vient tranquillement. Je pense vraiment qu'on est loin, loin du compte. Tu sais, dans certains pays, là, faire une thérapie, c'est normal. Tu sais, au Canada, je dirais pas que c'est tout le monde qui fait une thérapie, mais moi, j'ai des amis, quand je suis arrivé au Canada, tu sais, des Québécois qui me disaient: «Ah, moi, je vais chez mon psy après». Tu sais, comme toi, tu aurais dit: «Je vais chez mon kiné» ou «Je vais chez le Ouais. médecin», tu vois? Jamais on m'a dit ça en France. Donc, pourtant, j'étais en psychologie en France, j'étudiais la psycho. Mais non, ici, c'est vraiment pas un tabou. Fait que je pense qu'il faut vraiment que ça change ça, puis je sais pas comment ça se fera, j'espère que ça se fera. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne YouTube, puis pour de vrai, je pense que ça marche. Tu sais, j'avais envie aussi de parler un peu de ce que j'avais fait en thérapie d'une manière plus publique, parce que même si c'est personnel, je me dis, tu sais, si sur toutes les personnes qui vont écouter la vidéo, il y en a même juste une ou 2 que ça motive à aller voir quelqu'un, bah, pour de vrai, c'est énorme comme différence. Parce que juste le fait de connaître quelqu'un qui l'a fait, puis tu sais, qui court comme toi et tout, bah, tu te dis en fait que tu sais, c'est pas une honte et du coup, bah, tu oses aller parler de tes problèmes à une personne compétente et non, ça fait une grosse différence. Et moi, je regrette que dans mon entourage, il y ait pas plus de gens qui l'aient fait parce que tellement on en connaît tous, tu sais, dans nos familles ou dans nos amis, des gens qu'on aurait eu besoin énormément, mais qui sont jamais allés voir un psy, là. Puis honnêtement, tu sais, si tu vas encore une fois, hein, si tu te casses la jambe, tu te poses même pas la question de si tu vas à l'hôpital ou voir le médecin, là. Mm. Donc, c'est juste que c'est pas aussi binaire. Quand tu te casses la jambe, l'os est cassé, c'est observable. Quand tu as des problèmes psychologiques, tu sais pas trop, fait que tu préfères repousser ça. Mais Ouais. juste dommage. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas que la performance, là. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de performance, mais il y a pas que ça, quoi. Non, c'est ça. Je, dans les facteurs aussi de performance mentale, psychologique, on peut parler aussi de résistance à la douleur, résistance à l'inconfort. Enfin, ce qui ressort aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut l'inclure dans tout ce qu'on a dit avant? Est-ce que le travail aussi avec le psy pourrait aider aussi sur ces facteurs-là qui peuvent aussi faire la différence, j'imagine? Ouais, complètement. C'est vrai que dans les sports d'endurance, la résistance à la douleur, c'est une capacité qui est essentielle parce que c'est des sports qui sont vraiment douloureux là, par nature. Le vélo, la course à pied, dans en plus, selon la distance, c'est pas du tout les mêmes douleurs. Là, si tu fais un 5 kilomètres ou un marathon, c'est des douleurs qui sont vraiment différentes. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie génétique dans la résistance à la douleur et une grosse partie apprise quand tu es jeune, tu vois. Je l'ai un peu remarqué quand on t'a exposé assez jeune dans des sports où c'est difficile, puis qu'il faut quand même avoir des capacités peut-être de résilience et tout, d'échec, juste d'avoir mal et tout. J'ai l'impression que ça fait des gens qui après seront plus enclins à accepter ça à l'âge adulte.
Alors que si tu l'as jamais vécu dans ton enfance et que d'un coup, à l'âge adulte, tu pars courir un 5 kilomètres, honnêtement, tu comprends juste pas pourquoi ça fait aussi mal. Est-ce que c'est nécessaire? Tu as presque l'impression que c'est un truc qui pourrait te tuer. Fait que je vois que c'est une capacité vraiment qui change avec le temps parce que dans les coureurs que j'entraîne, plus les gens courent, plus ça fait du sens pour eux, plus c'est embrassé de façon intrinsèque, tu sais, leur sport, et plus ils sont prêts à accepter de la douleur. Et je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre le type de motivation, puis la capacité à accepter la douleur, puis tu sais, la capacité à ne pas l'accepter aussi, dont on parle moins, mais qui est importante aussi. Je pense que les gens qui sont peut-être trop des fois dans le no pain, no gain et dans la recherche de douleur systématique, c'est pas bon non plus. Je pense que ça prend vraiment un juste milieu. Tu vois, moi, dans une partie de ma carrière, j'ai été trop dans me faire mal à l'entraînement. Et au final, je le faisais pas parce que je le voulais, je le faisais parce que je pensais qu'il fallait le faire. Fait que tu vois, c'est une motivation qui est plus extrinsèque. Si on t'a dit: «Dans ce sport-là, il faut vraiment que tu souffres à l'entraînement, que tu vomisses à l'entraînement pour être bon», au bout d'un moment, on va avoir des problèmes de régulation de la douleur, tu sais. Fait que oui, la douleur, c'est sûr que ça peut s'améliorer et tout ça, mais pour de vrai, des recherches que j'ai lues, on ne sait pas trop encore pourquoi certaines personnes sont meilleures que d'autres. C'est un sujet qui est un peu complexe et flou pour le moment, je crois. Ouais. Ouais, du coup, tu penses qu'il faudrait déjà avoir une bonne relation, si on peut dire ça, par rapport à la douleur? Est-ce que, peut-être pas l'idée de vraiment l'ignorer, pas non plus l'idée de l'accepter, enfin, en tout cas de la rechercher à tout prix, mais peut-être Ouais. un entre deux. Bah, c'est vrai que sur la recherche, il y a des résultats un peu contradictoires sur la douleur. Il y a des études qui démontrent que quand on se concentre sur la douleur, on peut mieux résister à la douleur. Et il y a des études qui montrent l'inverse, que quand on veut mieux résister à la douleur, il faut avoir une attention externe, c'est-à-dire penser à autre chose. Mettons, tu comptes de 1 à 10, puis tu recommences, tu penses à un truc qui n'a pas rapport, tu regardes quelqu'un qui est pas dans la course, etc. Fait qu'au final, ce que d'autres études plus récentes ont montré, c'est que un bon mécanisme, ce serait d'utiliser les stratégies de façon alternative, tu vois. Genre, à des moments, tu mets ton attention sur l'intérieur, à des moments sur l'extérieur, etc. Moi, je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui dealent vraiment mieux avec la douleur quand ils sont en mode interne. Puis je pense qu'il y a des gens qui répondent mieux à la distraction. Fait que tu vois, encore une fois, c'est ce qui est frustrant en psychologie, c'est qu'il n'y a pas souvent de réponse claire, puis qui marche pour tout le monde. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça dépend des gens. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. C'est peut-être une approche qu'on devrait avoir plus en entraînement aussi, d'avoir ce côté plus quand même, le fait que ça dépend. Individualisé? Ouais, Ouais. ouais, Mais ouais. imagine, tu sais, comme c'est dur pour les coachs qui déjà galèrent à comprendre un peu tout ça, tu sais, sur la psychologie parce que c'est compliqué. Puis en plus, après, tu leur dis: «Oui, mais ça dépend». Tu sais, en ce moment, je fais un stage avec l'équipe de plongeon, québécoise, des jeunes, puis j'essaye de comprendre, tu sais, les rétroactions qui sont faites par les coachs aux athlètes quand ils plongent. Tu sais, c'est du plongeon, plongeoir, là. Puis quand je parlais à la coach la première fois, je lui demandais qu'est-ce qu'on lui avait dit de faire, dans les années passées? Parce qu'il y a souvent des consultants en psychologie sportive qui viennent, puis ils font des études où ils donnent juste des conseils. Puis elle, le premier truc qu'elle me disait, c'est: «Bah, en fait, je suis perdue parce que j'ai une liste de 20 trucs que je devrais appliquer dans l'entraînement, mais en fait, je sais pas ce qui marche, je sais pas ce qui marche pour qui, quand, comment et à la fin, j'ai presque envie d'en faire aucun parce que c'est juste, en anglais, overwhelming, tu sais, genre, c'est trop là, tu sais, trop d'informations, trop de trucs». Puis c'est un truc qu'il faut faire attention aussi, hein, quand on veut éduquer ou donner de l'information aux athlètes et aux entraîneurs, c'est qu'il faut un petit peu filtrer aussi. Si tu balances trop de théories d'un coup et tout, au bout d'un moment, trop, c'est comme pas tiens, pas assez à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment arriver à y aller tranquillement, puis à sélectionner peut-être les théories les plus efficaces. Puis là, c'est difficile. Ouais. Ouais, ouais, faut avoir, peut-être le livre référence, je sais pas s'il en existe, qui pourrait justement avoir cet effet synthèse et bah, tout ce qu'un voilà, ce qu'apporte un livre, qui est en fait quelqu'un qui a fait le travail de recherche, en fait, en amont et qui nous apporterait donc peut-être des formations. Je sais que tu as fait quelques formations en ligne aussi, peut-être que déjà tu Ouais, proposes quelque chose qui pourrait ouais. aider justement les entraîneurs là-dessus? Exact, ben, c'est pas assez complet selon moi. Tu sais, moi, je parlais de pas mal de domaines, puis c'est une formation de 2 heures, mais tu sais, même là, je pense que
rien ne peut battre l'expérience aussi. Mais tu peux avoir un coach qui a fait 25 ans de coaching, mais si la psychologie, ça a jamais été son truc, bah, pour de vrai, peut-être qu'il aura les mêmes capacités qu'à ses débuts là. Fait qu'à la fin, tu sais, je pense qu'il faut trouver des coachs qui sont très psychologues, puis qui auront envie de théoriser là-dessus, mais tu sais, à mon avis, tu en trouveras pas là, parce que les coachs, quand ils sont très compétents dans ce qu'ils font, ils ont pas toujours le temps de créer du contenu là-dessus. Tu sais, moi, je le vois, plus j'avance, plus c'est dur de créer du contenu parce que tu as un problème de temps aussi à un moment là. Il y en a qui le font quand même. Tu prends Renato Canova, qui est un des coachs les plus populaires dans le marathon, qui est un coach de haut niveau qui est au Kenya. Il a écrit pas mal sur la course à pied, un peu sur la psychologie et tout. Fait que c'est super intéressant là, d'avoir la perspective de quelqu'un que c'est pas son métier, mais c'est ce qu'il a appris sur le terrain de la psychologie. Mais il y aura toujours débat. Hein. Je pense que rechercher la vérité, c'est bien, mais ça reste un objectif un peu illusoire. Là. Il n'y aura jamais de vérité en psychologie, je pense. Ouais. Ouais, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais si ouais, tu as déjà eu une belle phrase pour finir. Je sais pas si tu auras un mot, un conseil pour les entraîneurs, justement. Voilà, on en a déjà abordé pas mal de concepts. Voilà, dans Ouais. quelle direction aller maintenant pour les entraîneurs qui veulent aller un petit peu plus loin? Bah, moi, honnêtement, peut-être meilleur conseil que j'aurais pour les entraîneurs et les athlètes, ce serait n'ayez pas peur de verbaliser, de créer de la relation avec votre athlète ou votre coach là. Moi, je le vois, les athlètes, c'est drôle un peu, mais les athlètes qui réussissent le mieux dans les athlètes que je coach, c'est ceux avec qui j'ai la plus belle relation souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, les athlètes avec qui je parle le plus, qui me parlent le plus, tu sais, qu'il y a une vraie relation qui s'installe, je pense que c'est souvent les duos qui marchent le mieux. Puis, je ne sais pas si à haut niveau, on pourrait trouver les mêmes choses, mais je ne serais pas surpris de voir que les meilleurs duos coach-entraîneur souvent vont plus loin que les autres parce que juste, il y a cette harmonie, puis on n'y arrive jamais seul. Là. Dans n'importe quel domaine, tu prends n'importe quel domaine de la vie, que ce soit le sport ou autre, tu verras jamais des choses exceptionnelles qui sont accomplies juste un être humain tout seul. Là. C'est toujours des équipes, au moins 2, 3, 4, plus. Là. Fait que ce serait ça. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Le coach, on a toujours peur de l'embêter, mais en fait, à la fin, il est là pour nous aussi. Puis c'est important d'aller solliciter. Il ne faut pas le harceler, il ne faut pas en faire trop, mais juste, il faut créer de la relation. Et avec le temps, c'est ça, je pense, qui va aider l'athlète ou le coach. Ouais, bah super. J'encourage aussi tout le monde à aller voir vers tes contenus. Donc, tu as la chaîne YouTube Runwise, tu en as parlé un petit peu. Blog aussi, est-ce que tu continues d'écrire des articles? Je vais reprendre, j'ai lâché un peu, puis là j'avoue que ça me manque, j'aime bien écrire aussi, c'est juste que je trouvais pas le temps, mais en théorie, ouais, j'aimerais en écrire plus. Ok, bah super. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens en description. Et puis bah encore merci Maxime. Et puis à bientôt. Merci pour l'invitation, salut. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci encore à Maxime pour tout ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description les liens pour aller voir son blog, aller voir sa chaîne YouTube. Vous retrouverez aussi le lien pour vous inscrire au Club Cyclisme Performance, aller suivre le compte Instagram du podcast, on y partage du contenu exclusif. Et puis si vous voulez nous aider, le meilleur moyen c'est d'en parler autour de vous et puis de mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez, un commentaire sur YouTube, un pouce vers le haut aussi sur YouTube. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Pour ça, abonnez-vous. À bientôt.